Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lien social et mythe au fil de l'histoire. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Josette Coenenhuther, L'égalité professionnelle entre hommes et femmes, une gageure, 2009. Mahir Konuk, Jeunes originaires de Turquie entre l'école et la communauté, 2009. Eguzki Urteaga, Andoni Eizaguirre, Perception sociale sur la science et la technologie en Pays basque, 2009. Evelyne Perrin, Identité nationale, Amer ministère. Ce qu'en pensent de jeunes franciliens, 2009. Michel Verret, Lecture sociologique, 2009. Yann Guillot, J'envie de merdir, Le juste et l'injuste. Émotion, reconnaissance et action collective, 2009. Chantal Nicoledrancourt dire, Conciliation travail-famille, attention travaux, 2009. Catherine Lejealle, La télévision mobile. Usage, contenu et nomadisme, 2009. Claude Giraud, De la dette comme principe de société, 2009. David Mandin, Les systèmes d'échange locaux, CEL. Circulations affectives et économie monétaire, 2009. Pierre Baraka et al. Les animateurs face à l'intégrisme religieux et à l'oppression des femmes. Témoignages, discussions, enjeux de formation, 2009. Catherine Agulon et Angela Xavier de Brito, Les étudiants étrangers à Paris. Entre affiliation et repli, 2009. Alexandre Duclos, Des formes modernes de cosmopolitisme, 2009. Éric Forgues, L'activité symbolique. La formation de soi et de la société, 2009. Atman Agoundir, Enquêter auprès des migrants, 2009. Jacques Chavannes, La cité au travail. L'insertion des jeunes de banlieue d'origine maghrébine, 2009. Anna Aurkenreglin, Danseuse de cabaret. La lumière à l'ombre, 2009. Remerciements. Je voudrais remercier tous les collègues qui, en m'invitant à des colloques ou en me sollicitant pour des revues, ont permis à ce texte de voir le jour. Je remercie également pour leur aide précieuse Mélanie Declercq ayant saisi le texte et mon collègue et ami Peter Declercq, professeur à l'université Stendhal de Grenoble qui a bien voulu relire et corriger le manuscrit et dont j'ai apprécié les remarques et suggestions. Jean-Pierre Sirono. Introduction, Mythes et Nations. En publiant en 1923 leur livre devenu classique, Des clans aux empires, Davy et Moret tentaient d'élaborer une typologie historique des principales formes de groupements sociopolitiques. Depuis cette date, les sociologues ont forgé le concept de société globale, pour caractériser la forme dominante de groupement qui apparaît à telle ou telle époque. Le terme de société globale cherche à désigner l'institution qui, dans chaque cas, produit la plus grande et la plus intense solidarité entre les membres d'une collectivité. De même que la tribu, la cité, l'empire ont pu être dans le passé des types dominants de société globale, de même la nation, ou pour être plus précis, l'État-nation est la forme moderne d'existence la plus répandue de la société globale. Cette forme s'est imposée depuis la fin du Moyen Âge et surtout pendant les 2 derniers siècles. Historiquement, les nations européennes, au sortir de la féodalité et après l'effacement du Saint-Empire romain germanique, se sont constituées en ensembles plus ou moins importants, correspondant à une ou plusieurs ethnies, sous l'autorité d'un monarque, roi, prince électeur voire empereur s'agissant du Reich allemand. Dans ce processus, des aléas de l'histoire ont joué un rôle prépondérant, ce qui explique que certaines nations Angleterre, France, Espagne, se soient constituées très tôt, alors que d'autres ont mis beaucoup plus longtemps à réaliser leur unité, Italie, Allemagne, etc. Ce qui explique aussi que l'idée même de la nation a pu donner naissance à des conceptions juridico-politiques très diverses, selon qu'a été privilégiée la culture,
unité de langue, de race, d'ethnie, de coutume, de religion, ou la volonté politique, selon qu'a été choisie une forme unitaire ou une forme fédérale. Il s'ensuit que jamais aucune définition de la nation ne sera pleinement satisfaisante, la réalité sociologique de la nation étant toujours dépendante d'une histoire singulière. On en est réduit, si l'on veut malgré tout aboutir à une définition, à ne retenir que des critères très généraux, passé commun, volonté de vivre ensemble. La célèbre définition de Renan illustre ce caractère très général. Une nation est une âme, un principe spirituel. La nation comme l'individu est l'aboutissement de tout un passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. 1. Ce qui par contre est significatif, c'est qu'aucune nation ne s'est constituée sans produire une représentation de son unité enracinée dans l'histoire, c'est-à-dire sans produire un mythe fondateur. Le terme mythe fondateur, s'agissant des nations au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des nations-ethnies, semble préférable au terme mythe d'origine. En effet, les mythes d'origine ont une signification beaucoup plus large que les mythes fondateurs des cités et des nations. Ils évoquent le grand temps mythique des origines, d'avant toute création. Ils évoquent la totalité et la primordialité originelle. Sans doute peuvent-ils raconter comment une institution, un groupe social ont été créés par les dieux, mais ils nous parlent la plupart du temps de cosmogonie, de création de l'univers. Le terme mythe fondateur évoque plus particulièrement la fondation d'une cité, d'une ethnie à partir d'un ancêtre commun dans un temps déjà historique, à un moment de l'histoire. En effet, un mythe fondateur se constitue souvent par mythologisation d'un événement historique, voire de plusieurs. Ainsi, le mythe de la nation française, s'il fait référence parfois au héros grec Francion revenu de la guerre de Troie, n'oublie pas d'intégrer dans son récit les grands hommes du passé, Vercingétorix, Clovis, Hugues Capet, et plus près de nous Robespierre ou Napoléon. Il n'existe pas à ce propos un seul mythe ou un seul archétype. Il n'existe pas une France éternelle, qui resterait toujours la même à travers les changements historiques, qu'il s'agirait de célébrer et de conserver comme une substance sacrée. L'identitaire n'est pas l'identique. L'histoire introduit toujours des ruptures, des contradictions, des réaménagements, dans l'idée qu'une collectivité se fait d'elle-même. Par ailleurs, il y a des identités multiples, familiales, ethniques, de sexe, d'âge, professionnelles, religieuses et enfin nationales. Les sociologues ont l'habitude de distinguer les identités résultant de la socialité primaire, famille, groupe de travail, village, des identités liées à la socialité secondaire, ethnique, religieuse, politique, nationale, qui viennent se surimposer aux premières. Chaque personne vit plusieurs formes d'appartenance, avec toutes les tensions, les conflits, les transactions que cela suppose. Le caractère pluridimensionnel de l'identité ainsi que son caractère historique font que l'identité collective, et donc nationale, n'est jamais donnée une fois pour toutes, qu'elle se construit progressivement et conflictuellement dans la relation d'un individu ou d'un groupe avec son monde. Dans cette construction, les récits successifs, et là nous retrouvons l'importance des mythes, jouent un rôle essentiel. En distinguant identité idem et identité ipse, Paul Ricoeur veut signifier que l'identité collective, la permanence de l'être collectif à travers les changements, ne saurait se ramener à une répétition du même et donc suppose un travail narratif, une herméneutique de soi susceptible de configurer un sens. Il en résulte plusieurs récits qui organisent les événements multiples de l'existence historique et leur donnent sens. Ces récits construisent l'identité narrative d'un groupe ou d'une nation. Comprendre cette identité, ce n'est pas seulement se référer à des événements fondateurs du passé, c'est la comprendre à partir d'un jeu de différenciation qui s'organise de façon toujours singulière à travers le temps. Les récits successifs doivent être pris en compte, car un peuple ne se maintient que par cette narrativité permanente. Il s'approprie son être à travers une série d'interprétations successives. En se racontant, un peuple devient sujet, il a une identité propre. Il la perd quand il devient l'objet de la narration d'un autre. Dans ces récits que l'on ait affaire à des mythes, à des légendes ou à de l'histoire mythologisée, l'imaginaire, comme l'a bien vu Dumézil, joue un rôle central. L'idée moderne de nation ne se conçoit pas, à la différence de l'ethnie, sans rapport aux politiques. La nation est conçue depuis 2 siècles comme une forme particulière d'unité politique,
Selon Dominique Schnapper, sa spécificité est qu'elle intègre les populations en une communauté de citoyens dont l'existence légitime l'action intérieure et extérieure de l'État. La nation moderne se distingue donc des groupes ethniques qui ne sont pas forcément organisés politiquement. L'ethnie évoque ordinairement l'héritage d'une communauté historique et culturelle. L'équivoque du terme nation vient de ce que, avant l'apparition de son sens moderne, au XVIIe siècle en Angleterre au moment de la Glorieuse Révolution, le terme de nation était à peu près synonyme d'ethnie. C'est ce sens qui prévalait encore au XIIIe siècle dans la philosophie politique de saint Thomas d'Aquin. La nation moderne se définit au contraire par la volonté de transcender les appartenances particulières, économiques, sociales, ethniques, religieuses. Elle naît avec le développement de l'individualisme juridique. Elle est censée regrouper des individus définis juridiquement par des droits. Sa conception du lien social est plus politique que religieuse. Elle s'efforce de déterminer un espace public, commun à tous les citoyens, quelles que soient par ailleurs leurs appartenances singulières, un espace laïque, c'est-à-dire religieusement neutralisé. La nation moderne a une visée universaliste, dans la mesure où elle veut dépasser tous les particularismes. Cette universalité est l'horizon de l'idéologie moderne de la liberté et de l'égalité des individus. Elle inspira notamment l'idée de république universelle, forgée par Kant à l'époque des Lumières. Cependant, une tension constitutive continue de subsister entre cet horizon universaliste et le maintien dans la réalité sociale des particularismes ethniques, religieux ou économiques. Un retour de l'ethnico-religieux dans une nation moderne est toujours possible, par exemple. La Yougoslavie. Cette idée moderne de nation s'incarne évidemment dans l'institution étatique et dans ses diverses administrations. C'est pourquoi on a pu parler d'État-nation à propos des nations modernes. Le projet politique est donc au cœur de la formation des nations modernes. Il a émergé au cours des siècles lorsque des institutions comme les communes dans les villes médiévales, ou comme les tribunaux et les parlements, ont limité le pouvoir du roi et permis une relative expression des citoyens. Dès lors s'est fait jour, en Angleterre, puis aux États-Unis et en France, l'idée qu'une organisation plus rationnelle de la vie collective était possible, qu'il était possible de faire passer dans la réalité les valeurs typiquement modernes de liberté, d'égalité et d'efficacité. Mythes et idéologies politiques modernes. Les idéologies politiques modernes, apparues depuis 2 siècles, ont concrétisé, dans les nations européennes surtout, ces projets politiques d'organisation collective. Que sont ces idéologies politiques sinon des projets rationnels, à base plus ou moins philosophique ou plus ou moins scientifique, de transformation politique ou sociale? On peut fixer, dit Pierre Ansart, aux dernières décennies du XVIIIe siècle, le moment où le discours politique a revêtu cette extension de signification que nous appréhendons aujourd'hui. 3. C'est à cette époque que les premiers socialistes ont ambitionné une transformation profonde, non seulement politique, mais aussi sociale et culturelle, de tous les rapports humains. Ces projets de transformation supposaient bien sûr qu'un certain nombre de conditions préalables aient existé. L'autonomie du politique, c'est-à-dire son émancipation par rapport aux légitimations religieuses, l'idée que l'organisation de la société n'est pas une donnée naturelle mais une construction rationnelle qui peut légitimement s'appuyer sur des lois de la nature, mais surtout de l'histoire. Or, ces idéologies ne sont pas de pur savoir, inspirées d'une philosophie rationnelle ou d'une science, mais des mélanges hybrides de croyances et de savoir. En même temps qu'elles se présentent comme des projets rationnels, elles contiennent une frange d'imaginaire. Elles réactivent d'anciens rêves, d'anciennes aspirations utopiques à l'harmonie, à l'unité, à la justice, voire à la puissance. L'hypothèse que nous ferions, c'est que, bien loin d'être absent de l'idéologie politique, le mythe en constitue le dynamisme sous-jacent. Il explique la capacité qu'ont eue ces idéologies, d'impulser l'action sociopolitique, de susciter l'engagement total des militants. Il est possible de déceler, sous le discours apparemment rationnel de l'idéologie, des thèmes mythiques traditionnels. 2 semble en particulier que la structure du scénario millénariste s'y retrouve fréquemment. Scénario qui postule un état de pureté originelle, suivi d'une période de chute et de décadence, mais qui nous dit aussi que cet état de dégénérescence ne saurait durer toujours. Une révolution est toujours possible. Une rupture violente avec l'état de choses existant peut restaurer l'harmonie primitive perdue.
Les grandes idéologies révolutionnaires des 2 derniers siècles peuvent être considérées, d'un certain point de vue, comme des millénarismes sécularisés. On peut conclure, s'agissant des rapports entre mythes et nations, que la plupart du temps, lorsqu'elles sont devenues les idéologies officielles d'un parti au pouvoir, ces idéologies révolutionnaires n'ont pas manqué de récupérer les éléments mythiques propres à telle ethnie ou telle nation. On pourrait montrer par exemple qu'il existe un lien entre la tradition monarchique française et le jacobinisme, entre le socialisme prussien et le sentiment national allemand, entre le bolchevisme et la tradition millénariste russe, entre le national-socialisme et un certain romantisme nationaliste allemand. Les grands récits nationalistes, on le voit, ont été plus ou moins récupérés par les idéologies politiques modernes, qu'elles soient totalitaires ou libérales. Aujourd'hui, la situation est différente, tout au moins en Europe occidentale. Sous la poussée d'un individualisme généralisé qui met à mal les idéaux collectifs, sous l'effet de flux migratoires qui perturbent la traditionnelle conscience nationale, sous l'effet également d'une urbanisation galopante qui détruit les anciennes communautés rurales ou les communautés de quartier, l'État-nation ne joue plus son rôle de facteur essentiel d'intégration sociale. Le sens civique, le dévouement à la patrie sont des valeurs en déclin, le lien social est de moins en moins assuré par les grandes institutions de l'État-nation, armée, école, etc., ou par les religions traditionnelles. Inutile d'insister sur ce point. Faut-il craindre le communautarisme, le retour à des formes tribales de socialisation ? Il y a quelques années, un sociologue, Michel Maffezoli, annonçait le temps des tribus. Régis Debray, dans une interview récente, réitère le même diagnostic. Le siècle qui commence, déclare-t-il, sera celui de la tribalisation, des minorités, des séparatismes. La question sera donc de savoir ce qui peut unir toutes ces tribus, les confédérer. La tribalisation est la rançon politico-culturelle de la mondialisation économique. Et nous assistons pour l'heure à un extraordinaire mouvement centrifuge. Tous les ethnocentrismes, tous les communautarismes deviennent maîtres du terrain. La civilisation républicaine laïque avait sublimé les pulsions par l'amour de la patrie, le culte de l'intérêt général, l'éducation à l'école, tout cela s'effondre. Aujourd'hui certains se rassurent en se tournant vers la religion civile des droits de l'homme, mais je n'y crois pas. 4. Diagnostic pessimiste, diront certains, mais diagnostic lucide. L'idée de patrie, forme affective de la nation, n'alimente plus, sauf en de rares occasions commémoratives, le grand récit mythique qui fut le sien autrefois. Qui aujourd'hui pourrait encore proclamer « Mourir pour la patrie est le sort le plus beau, le plus digne d'envie ?» Pourtant la question du fondement du lien social demeure. Elle est même au centre d'un des livres les plus commentés de ces dernières décennies, La théorie de la justice de John Rawls, comme elle fut naguère depuis plus de 2 siècles, à la source de concepts nouveaux dans le champ politique, comme celui de religion civile, ou de religion civique, voire de religion politique. Les chapitres qui suivent, œuvres de circonstances contingentes, communication à des colloques, articles sollicités par une revue, compte-rendus de livres, etc., tentent néanmoins, malgré leur diversité, de répondre à cette question du fondement du lien social que nous avons posée dans cette introduction sur Mythes et Nations, et dont nous avons constaté après beaucoup d'autres qu'elle devenait de plus en plus problématique. Le dernier chapitre de ce livre, chapitre 9, Lien social et Ersatzreligionen, concept emprunté à Max Weber et qu'on peut traduire par religion de remplacement, tentera de répondre plus directement et plus précisément à cette question. Cependant, tous les autres chapitres de ce livre s'y rattachent peu ou prou. Le fil conducteur qui traverse la plupart d'entre eux pourrait s'énoncer ainsi. Comme il n'y a pas de lien social ou de conscience collective, sans une certaine représentation, de nature symbolique ou mythique, la question des rapports du mythe et de cette conscience collective devient centrale, comme devient centrale également la question du statut du mythe dans l'évolution de notre culture et de notre histoire. Le chapitre 1 tente de montrer qu'après la naissance et le développement des études historiques, comme après l'apparition d'une nouvelle conscience historique, le statut de la pensée mythique s'est profondément transformé, particulièrement à l'époque des Lumières et à l'époque contemporaine. Cette nouvelle conscience historique, en Occident, est évidemment tributaire de la conception du temps et de l'histoire dont elle a hérité, aussi bien celle du judaïsme que celle du christianisme. Le chapitre 2 s'efforce de le montrer à partir des travaux de Mircea Eliade.
On sait que cette conception du temps et de l'histoire forgée peu à peu à partir du messianisme juif explique l'atmosphère eschatologique qui a entouré les premiers siècles chrétiens. Elle explique en particulier l'importance qu'ont prise les mouvements millénaristes dans l'imaginaire religieux et politique de l'Occident. Aussi bien les chapitres 3 et 4 s'interrogent sur l'impact que peut encore avoir à l'époque contemporaine cette tradition millénariste. Comme par ailleurs, selon Claude Lévi-Strauss, rien ne ressemble plus à la pensée mythique que l'idéologie politique moderne. Le chapitre 5 tente de cerner les rapports, ressemblances et différences qu'il peut y avoir entre le discours mythique et le discours idéologique. Le concept de mythe politique ayant fait son apparition dans la sociologie contemporaine avec la pensée de Georges Sorel comme avec celle de Wilfredo Pareto, il nous a paru utile d'aborder la question du mythe politique dans le chapitre 6 à partir d'un exemple récent, celui du mythe gaulien. Pour ce faire, nous avons pris soin de distinguer mythe et charisme. Le chapitre 7, qui se présente comme le compte-rendu critique d'un livre récemment traduit en français, du philosophe italien Augusto Del Noce et qui s'intitule L'époque de la sécularisation, nous a semblé pouvoir prendre place dans notre corpus de textes, dans la mesure où la sécularisation est perçue par l'auteur de façon originale. En effet, la sécularisation selon Del Noce, qui ambitionne une émancipation totale par rapport à la religion des principales activités humaines ainsi qu'une privatisation à long terme de la religion, ne produit pas tous ses effets dans une première phase et espère même un renforcement du lien social. Pendant cette première phase que l'auteur qualifie de sacrale, des idéologies politiques nouvelles, dont la plus importante et la plus significative est le marxisme, peuvent jouer un rôle quasi-religieux et tentent, pour renforcer le lien social, de se substituer aux anciennes croyances. Ce n'est que dans la dernière phase, celle dans laquelle nous sommes, marquée par un individualisme exacerbé et un hédonisme consumériste, qu'apparaît nettement un processus de destruction du lien social qui peut même aboutir à un nihilisme généralisé. Le chapitre 8, Archétypes et société d'ordre, pourrait paraître à première vue très éloigné de notre propos initial. Se présentant comme une réflexion, à partir de certains textes de Gilbert Durand, sur la persistance, dans nos sociétés démocratiques et égalitaires, de certains traits propres aux sociétés traditionnelles, holistes et hiérarchisées, il aboutit à montrer que le principe hiérarchique qui est fondateur du lien social dans la plupart des sociétés humaines du passé, continue à inspirer certaines tentatives modernes de légitimation de l'ordre social. Dans les sociétés du passé, cette organisation hiérarchique se reflétait dans le corpus mythologique de la société en question, comme Georges Dumézil l'a montré. Dans ces tentatives modernes de société d'ordre, c'est plutôt à l'idéologie que l'on demande de légitimer cette nouvelle organisation hiérarchique. C'est pourquoi un historien comme Roland Mounier parlera de société d'ordre philosophique, d'autres parleront de société d'ordre idéologique. Les exemples le plus souvent allégués seront ceux du fascisme ou du communisme. Le dernier chapitre, chapitre 9, tente de répondre à la question initiale en montrant que toutes les tentatives, effectuées au XIXe et XXe siècle pour trouver des religions de remplacement capables de se substituer aux anciennes religions défaillantes et de renforcer le lien social, se sont soldées par des échecs. Il en résulte un certain nombre de débats qui continuent à soulever périodiquement cette question du lien social. Il se peut que le lecteur constate quelques répétitions en parcourant ces chapitres. Nous n'avons pas cru devoir les supprimer, laissant ces articles et conférences à leur forme primitive. Chapitre 1 Naissance de l'histoire et statut du mythe. Avant le développement de la science historique, ou tout au moins de la conscience historique, le mythe se présentait comme une forme de discours totalisante et unifiante. Il tenait lieu de discours proprement religieux, de métaphysique, de théologie, d'explication de l'origine de l'univers ou de légitimation de l'ordre social. Nul plus que Jean-Pierre Vernant n'a mis en lumière pour ce qui concerne les Grecs, cette fonction totalisante du mythe. Si les récits mythiques, nous dit-il, s'inscrivent dans une tradition poétique et épique chantée par les Aèdes, ils se présentent avant tout comme un savoir global, savoir collectif du peuple, sorte de réservoir de croyances et de proverbes. Ils sont l'instrument de l'éducation des enfants et des jeunes gens. Bien sûr, ils ont un contenu religieux, on y parle des dieux et des héros, mais ils ont aussi un contenu moral et même technologique. On y apprend à être charpentier ou navigateur. 5. La situation a changé avec l'émergence dans la Grèce classique du logo,
Dans ce processus, l'enquête historique a joué un rôle important, à côté du développement de la physique et de la métaphysique. Les premiers historiens, les premiers physiciens, les premiers métaphysiciens ont été, nous dit Paul Venn, des perceurs d'énigmes. Ils ont inventé de nouvelles puissances d'affirmation. La critique du mythe est née des méthodes d'enquête. Comme l'enquêteur recoupe l'information, il impose à la réalité l'obligation de cohérence. Le temps mythique ne peut plus rester secrètement hétérogène à notre temporalité, il n'est plus que du passé. 6. Par la suite, les premiers enquêteurs seront relayés dans ce développement du logo, par les rhéteurs, les sophistes et les philosophes, qui s'appuieront sur l'argumentation pour créer de nouvelles sciences comme la rhétorique ou la logique. Nous avons affaire dans la Grèce classique à une nouvelle attitude intellectuelle, à un nouveau type de discours qui n'est pas un récit mais une argumentation. 7. Dès lors, le grec prend ses distances avec les croyances religieuses véhiculées par les mythes. Logo et mythos vont diverger comme deux types opposés. Le logo, c'est le discours qui se tient droit, debout, qui est cohérent et consistant. Le mythos, c'est une fable, un récit qui se contredit lui-même, qui n'a pas de cohérence. 8. Cependant, le mythos ne disparaît pas. Il faut y croire car toute la vérité humaine, en particulier la vérité religieuse, ne peut passer par le logo. Le mythe continue à nous dire que l'âme n'est pas mortelle, qu'il y a une vie après la mort, etc. Disons que si le mythe a toujours sa légitimité, il est brisé, selon l'expression de Paul Tillich. La physique et la philosophie de la nature ont brisé les mythes cosmogoniques. La science de l'histoire a brisé la mythologie des cycles et de l'eschatologie. Le paradis unitaire du mythe a vécu, il est désormais perdu. Dans cet exposé, nous voudrions montrer en quoi le développement des études historiques en Grèce et de la conscience historique dans l'expérience religieuse des Hébreux a transformé le statut du mythe, tout d'abord dans l'Antiquité et par la suite dans notre culture occidentale. Mais auparavant, il nous faut clarifier quelques équivoques qui se sont greffés sur un terme aussi polysémique que celui d'histoire, car s'il n'est déjà pas très aisé de se mettre d'accord sur une définition du mythe, le terme d'histoire, par ses sens multiples, peut conduire au pire malentendu. Histoire, en effet, peut désigner aussi bien la discipline scientifique qui étudie textes et documents pour composer un récit que l'objet global de la discipline, ce qui a eu lieu dans le passé, un ensemble de faits et des apostrophes, événements dont il faut rendre compte. Par ailleurs, si l'histoire a trait aux événements du passé, elle peut aussi se présenter comme une totalité qui inclut présent, passé et avenir. Elle dérive alors vers une philosophie ou une théologie de l'histoire. La langue allemande est plus précise que la langue française puisqu'elle distingue Geschichte, l'histoire dans ce qu'elle a d'inobjectivable, et Historie, l'histoire des historiens, la science historique objective. Malheureusement, ces deux termes sont souvent pris l'un pour l'autre selon les auteurs. À première vue, cependant, dans la mesure où le mythe est un récit et se présente sous une forme déjà rationalisée et objectivée, il semblerait s'apparenter au récit historique. Comment expliquer alors que l'on oppose habituellement récit mythique et récit historique ? Essentiellement parce que le mythe est censé raconter ce qui s'est passé dans un temps primordial, le temps fabuleux des origines, alors que le récit historique est censé raconter des événements qui se sont déroulés dans un temps passé, mais plus récent, et sont le produit des actions humaines, mais également parce que le récit mythique est constitué d'images et de symboles alors que le récit historique est ouvert à la réflexion rationnelle. La plupart des spécialistes, dont Bultmann, Voegelin, Ricoeur, sont d'accord pour dire que l'histoire, comme historiographie, a une double origine, en Grèce et dans l'ancien Israël, et que cette double origine, ainsi que la naissance de la philosophie en Grèce, a eu une influence décisive sur la conception du mythe qui a prédominé en Grèce, dans le judaïsme, dans le christianisme et finalement en Occident. Je voudrais montrer dans ce bref exposé que la complexité des rapports entre histoire et mythe, aussi bien en Grèce que dans l'ancien Israël, explique en grande partie les difficultés qu'a rencontrées la pensée occidentale pour évaluer correctement les rapports du mythe et de l'histoire et explique aussi les points de vue contradictoires que l'on constate dans la philosophie et les sciences humaines sur ce sujet, de l'époque des Lumières à nos jours. 3 points retiendront notre réflexion. L'émergence de l'histoire en Grèce et dans l'ancien Israël, et ses conséquences sur le statut du mythe. La pensée mythique considérée à l'époque des Lumières comme une forme archaïque de la connaissance. La réhabilitation de la pensée mythique face à l'histoire à l'époque contemporaine. 1. L'émergence de l'histoire en Grèce et dans le judaïsme.
La naissance de l'histoire en Grèce est à penser beaucoup plus comme un avatar du passage du mythos au logo que comme l'apparition d'une nouvelle conscience historique. Historié en grec signifie enquête, investigation. Le terme est apparu dans un contexte politique, celui des guerres médiques contre les Perses, au moment où les cités grecques prirent conscience de leur unité et eurent le sentiment de former une nation et un État. Hérodote effectue ces enquêtes historiques pour que les exploits accomplis par les Grecs et les Perses ne soient pas oubliés et que les causes de ces guerres, mises en évidence par l'enquête, puissent fonder un jugement moral. L'historiographie, dans ce contexte, ne veut être qu'une branche de la connaissance, analogue à la connaissance de la nature. Mais cette connaissance n'est pas encore totalement rationnelle, puisqu'Hérodote explique aussi le déroulement des événements par l'action des dieux. Avec Thucydide par contre, il n'est plus question d'influence divine sur le cours de l'histoire et il n'est plus question de jugement moral immanent à l'histoire. Les événements humains sont considérés comme naturels et le travail de l'historien consiste à identifier les forces réelles qui mènent les individus et les peuples, en particulier la lutte pour le pouvoir. N'oublions pas qu'il y a analogie chez les Grecs entre mouvement historique et mouvement cosmique. L'histoire n'est pas un domaine hors de la nature. Si l'historien s'intéresse au passé pour expliquer ce qui est arrivé, il ne soulève pas la question de la signification de l'histoire, du sens du déroulement historique. Pas de place pour une philosophie de l'histoire au sens où nous l'entendons. Par contre, l'historiographie peut être utile et contribuer à l'éducation de l'homme politique. Elle est rationnelle dans la mesure où elle sépare le temps des dieux et le temps des hommes. En cela, elle se sépare du mythe, mais bien qu'étant une science naturelle, elle cohabite avec la pensée mythique qui ne devient pas caduque pour autant. Tout autre est la conception de l'histoire dans l'ancien Israël. Elle a sa source dans l'expérience religieuse propre au judaïsme, selon laquelle Dieu ne se révèle pas seulement dans les phénomènes de la nature, mais dans les événements de l'histoire, dans des théophanies qui peuvent ainsi apparaître comme des bénédictions ou des punitions de Dieu. Cette historiographie n'est pas une science au sens grec du terme. Elle ne cherche pas à découvrir les forces immanentes qui œuvrent dans l'histoire et expliquent les événements. Elle cherche surtout à connaître le plan, l'intention de Dieu. L'historien qui est en même temps prophète rappelle au peuple quelles furent les actions de son Dieu dans le passé et quelles doivent être les responsabilités des croyants face à l'avenir. L'histoire d'Israël se déroule selon les promesses divines dont le dessein constant est d'établir le règne de Yahvé sur son peuple. Une seule condition est requise, que le peuple obéisse aux volontés de son Dieu. De ce fait, cette histoire ne peut être soumise à la nature, c'est-à-dire à des lois immanentes que l'on pourrait découvrir par la raison. Plutôt que d'émergence d'une historiographie, il vaudrait mieux parler d'émergence d'une conscience historique spécifique, liée à une théologie de l'histoire. Il n'en demeure pas moins que la plupart des livres sacrés des Hébreux se présentent comme des récits historiques, dans lesquels le symbolisme des hauts faits de l'histoire a pris une place prépondérante aux dépens du symbolisme cosmique des origines. En 1861, Augustin Cournot écrivait « Les autres religions de l'Antiquité n'ont pas à proprement parler de partie historique, et quoiqu'elle ait nécessairement leur histoire propre comme toute secte et toute institution à la sienne, elles ne se fondent point sur une histoire. Elles n'inscrivent dans leurs textes sacrés, quand elles en ont, que des cosmogonies et des mythes. Au contraire, rien de plus majestueux, de plus simple et de plus bref que la partie purement cosmogonique des livres sacrés du peuple juif. Et les récits généalogiques qui la suivent, s'ils n'ont pas précisément tous les caractères de l'histoire, s'en rapprochent incomparablement plus que tous les autres récits du même genre. Enfin, ce qui ne se voit point ailleurs, les livres d'une histoire nationale entrent dans une proportion essentielle et considérable dans le système des livres canoniques, 9. Il en résulta deux caractéristiques fondamentales, le yavisme et le messianisme. Le yavisme signifie qu'Israël affirme l'existence d'un Dieu personnel unique, qui a créé le cosmos et a passé alliance avec son peuple. Dieu personnel qui est aussi un Dieu éthique qui exige le respect de ses commandements. Parce qu'il se tient hors du cosmos, il ne peut s'identifier à aucun phénomène naturel. Cette perspective historisante se trouve confirmée par deux processus spécifiques. D'une part, les mythes mésopotamiens utilisés par la Genèse subissent une transformation. Plutôt que la création soit l'œuvre d'une multiplicité de dieux représentant des forces cosmiques, elle devient l'œuvre d'un Dieu unique aux préoccupations surtout éthiques, la lutte du bien et du mal. D'autre part, les deux fêtes cultuelles majeures de l'Ancien Testament sont des historicisations de célébrations qui s'enracinaient à l'origine dans la mythologie cosmique.
La Pâque, fête à l'origine du printemps et de la fécondité, devient la célébration de l'Exode. Le Yom Kippour, fête à l'origine de nature cosmogonique, devient en même temps qu'une cérémonie d'expiation une célébration de la royauté de Yahvé sur Israël. L'autre volet de ce symbolisme historique est le messianisme qui implique un nouveau rapport au temps. La conception cyclique du temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.